Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président russe Vladimir Poutine dit avoir débuté une opération militaire en Ukraine. Il justifie cette opération par la nécessité de démilitariser, dénazifier et de défendre les séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Le 21 février, la Russie a pris la décision de reconnaître les deux républiques du Donbass, ce qui a provoqué une batterie de sanctions des pays de l'OTAN. Jeudi matin, une série d'explosions a été entendue partout en Ukraine. La Russie dit vouloir juste détruire les bases aériennes et la défense anti-aérienne de l'Ukraine. C'est genre, on a bombardé vos bases militaires, j'espère que vous n'allez pas en faire tout un plat, quoi. On vous a brisé juste les ailes le jour où vous avez besoin de voler. Vous pouvez ramper maintenant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle le monde à créer une coalition anti-Poutine pour contraindre la Russie à la paix. Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si mon travail vous semble utile, n'hésitez pas à faire un petit geste. Mes liens PayPal et Tipeee sont dans la description. La crise ukrainienne a connu son paroxysme quand la Russie a massé plus de 100 000 soldats à ses frontières avec l'Ukraine. Les paris sont allés bon train, les Américains et les Anglais faisaient carrément des prédictions au mois voire au jour près de quand la Russie va envahir l'Ukraine comme si c'était un jeu de PMU quoi. Mais avant de poursuivre, il est nécessaire de comprendre comment la crise en est arrivée à cette extrémité. Pour cela, nous allons faire un peu d'histoire. En 1990, le mur de Berlin vient de tomber et cet événement entraînera la chute de l'Union soviétique quelques temps plus tard. George Bush père est alors président, son secrétaire d'État James Baker rencontre Gorbatchev à Moscou. La discussion porte sur la sécurité de l'Europe, en particulier de la réunification des deux Allemagnes. Lors de cette réunion entre les deux hommes, un deal est conclu de manière informelle avec la Russie. L'Allemagne, après la réunification, rejoint l'OTAN. En échange, l'organisation garantit que ses troupes ne viendront pas en Allemagne de l'Est et qu'ils ne s'étendront pas vers l'Est dans la zone d'influence russe. Les États-Unis nient bien sûr avoir eu un tel accord, mais des documents déclassifiés donnent raison à la Russie. Au moment de cet accord, Poutine est colonel du KGB, les services secrets russes, donc il est aux premières loges de ces négociations. L'Union soviétique éclate en 1991 et l'OTAN brise aussitôt sa promesse. Déjà en 1999, des pays comme la Hongrie, la République tchèque et la Pologne sont admis au sein de l'OTAN. En 2004, Poutine est président et assiste impuissant à l'adhésion d'autres pays de l'ancienne Union soviétique dans l'OTAN. Pour lui, ces adhésions en série sont une véritable menace pour la sécurité de son pays. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie font frontière avec la Russie. L'Occident est désormais considéré par Moscou comme hostile et peu fiable. La Russie va alors, par voie diplomatique, rappeler à l'OTAN sa promesse en vain. L'Europe a voulu profiter d'un moment où la Russie est affaiblie pour grignoter petit à petit les anciens pays de l'URSS et les mettre dans le giron de l'OTAN. L'Europe sait qu'elle ne sera jamais une grande puissance avec la Russie en face, donc l'idée est de simplement défaire l'Union soviétique pour ensuite construire avec ces pays nouvellement indépendants l'Union européenne. En gros, ils font exactement la même chose que l'Union soviétique, ils ont juste mis un E à la place du S, quoi. Malgré les mises en garde russes, l'OTAN fait la sourde oreille. Moscou ne remet pas en cause les adhésions déjà faites, mais avertit qu'elle n'acceptera pas l'adhésion de l'Ukraine, la Géorgie et la Biélorussie, qui sont des portes ouvertes sur son pays. Ils doivent rester neutres et constituer des États tampons contre l'OTAN. En 2008, Poutine s'est rendu en personne au sommet de Bucarest pour discuter avec les pays de l'OTAN et les avertir qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Cette rencontre a été peu relayée dans les médias occidentaux. C'est pourtant un point marquant de la rupture entre l'OTAN et Moscou. La Russie demande alors à l'OTAN de respecter sa parole, sinon elle sera obligée de prendre des mesures comme reconnaître l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud pour sa protection contre la menace européenne. Poutine rappelle que l'Ukraine n'est pas un État, qu'une partie de son territoire a été donnée par eux, que si l'Ukraine n'entend pas raison, qu'il prendrait les territoires en question. Mais l'OTAN a fait la sourde oreille. Quelques jours après cette rencontre, Poutine envahit la Géorgie et inflige une défaite humiliante à son armée et crée deux zones tampons pour sa sécurité, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. La demande de Moscou est claire et précise. L'OTAN doit cesser toute expansion vers ses frontières, autrement c'est la guerre. Voilà donc la pomme de discorde qui est au cœur de la crise ukrainienne. On doit analyser la situation actuelle dans ce sens, pas seulement dans le prisme d'un Poutine psychopathe qui envahit l'Ukraine dans sa folie de grandeur ou de sa nostalgie de l'URSS. Poutine est un homme qui parle peu, mais qui agit. En 2014, il continue dans sa lancée et récupère la Crimée. Pour la Russie, l'avancée de l'OTAN est une menace directe des États-Unis. Elle veut donc freiner cela.
Et la plupart de ces populations qui sont en Géorgie, en Ukraine, sont russophones et veulent rejoindre la Russie. Et ces États constituent une zone essentielle à sa défense dans un éventuel conflit. La Biélorussie veut carrément fusionner avec la Russie. L'Europe et les États-Unis, depuis l'élection de Loukachenko, tentent de déstabiliser la Biélorussie par des sanctions et une ingérence clandestine pour saboter ce rapprochement. Loukachenko, à son tour, laisse passer des migrants vers la Pologne, ce qui agace l'Europe qui accuse la Russie de tirer les ficelles. Poutine n'est pas attaché foncièrement aux territoires qui l'entourent comme l'Ukraine, la Géorgie ou la Biélorussie. Elle veut avoir la garantie que l'OTAN n'avancera plus à l'est vers ses frontières. C'est même plus bénéfique pour Kremlin que ces territoires restent en dehors de la Russie, ce qui lui permet en même temps d'influencer indirectement la politique de ces pays à travers la population russophone. La Russie veut avoir une décision multilatérale signée devant la communauté internationale que l'OTAN va arrêter définitivement son invasion de ce qu'elle appelle sa zone de sécurité. Et cette fois, elle ne veut pas prendre le risque de se faire rouler dans la farine une deuxième fois par les États-Unis. Les attroupements des soldats russes aux frontières de l'Ukraine avaient pour but d'obliger les États-Unis à venir à la table de négociation, ce qui fut fait. Poutine considère les Européens comme des vassaux des États-Unis, donc il ne veut pas négocier avec eux. En contrepartie, Moscou va arrêter de provoquer des crises migratoires en Europe. Et vous vous souvenez peut-être quand même de quand la commissaire européenne est venue au Sénégal pour installer une base militaire pour contrôler directement l'immigration depuis les côtes sénégalaises. Nous sommes toujours un instrument que l'Europe utilise pour ses intérêts. Mais comme les choses tournent en ce moment, l'OTAN serait fou d'offrir à Poutine un tel pouvoir. C'est carrément un moyen de déstabiliser l'Union européenne à travers les pays qui sont encore sous l'influence russe. L'OTAN a voulu tenir tête tout en sachant qu'elle n'entrera jamais en guerre contre Moscou. C'est un risque d'une troisième guerre tribale européenne. La Russie possède, outre l'arme nucléaire, un autre atout non négligeable, le gaz naturel. Un tiers du gaz qui alimente l'Europe provient de la Russie et ce gaz transite en majorité par l'Ukraine. En cas de guerre, tout le fonctionnement de l'Europe sera fortement perturbé. La Russie est aussi le premier producteur de blé au monde et le principal fournisseur de l'Union européenne. Elle semble donc être en position de force dans tous les cas. Poutine est patient. Il négocie avec des présidents qui sont soumis à l'impératif d'élection de mandat de 5 ans. Lui n'a pas l'urgence du délai. Ce qu'il ne faut pas oublier est que la Russie se prépare à cette guerre depuis 2004 et peaufine cet affrontement depuis 2014. Elle planifie depuis 7 ans pour parer aux sanctions de l'OTAN en se rapprochant de la Chine, de l'Iran, de la Turquie. Et aujourd'hui, elle est présente plus que jamais au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique. Donc les sanctions émises par l'Union européenne en ce moment, je demande à voir. Ce qui est amusant dans cette histoire est que tout le monde se considère comme la victime, la Russie comme l'Europe, l'Amérique. Les dominés selon les sphères d'influence à laquelle ils appartiennent prennent position. La CEDEAO et l'Union africaine condamnent évidemment la Russie au lieu d'essayer de tirer leur épingle du jeu et profiter de la redistribution des cartes pour se dégager du joug colonial européen et s'aligner comme négociateurs pour la paix pour faire une ébauche de leur influence. Voilà, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter pour faire grandir notre communauté. Et dites-moi ce que vous pensez de cette crise. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.